Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo spéciale 1000 abonnés. Je suis très contente pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Bonjour, bienvenue, nice to meet you. Je m'appelle Amélie, je sais que c'est pas évident vu le nom de ma chaîne. À l'occasion de ce petit tournant qu'est les 1000 abonnés, je vous avais demandé sur Instagram de me faire part de vos idées de vidéos que je pourrais tourner sur la chaîne. Et j'ai eu plein de bonnes idées. Mais il y en a une qui a catch my attention et que je vais faire aujourd'hui, c'est mes favoris de tous les temps que je vais appliquer à la mode. Le concept de la vidéo est très simple, je me suis posé 10 questions et je vais devoir choisir mon favori, mon truc préféré, enfin vous allez très vite comprendre, c'est vraiment simple mais fun. Donc on va commencer sans plus tarder. Favori numéro 1, quel est mon photographe préféré? Peter Lindbergh, un photographe d'origine polonaise qui est né en 1944 et qui est mort la semaine dernière, le 3 septembre exactement. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un photographe qui a une approche presque documentaire de la mode, c'est-à-dire qu'il fait très peu de mise en scène, très peu de composition compliquée, il y a très peu de maquillage, de coiffure et surtout aucune retouche, aucun Photoshop dans ses photos, ce qui est quand même assez atypique pour un photographe de son calibre. Je sais pas si on peut dire que c'est un political statement, mais en tout cas il avait ce choix qui était de refuser de vouloir adhérer à une espèce d'idéalisation de la beauté, ou du moins une aseptisation de la beauté en voulant faire des visages féminins, des espèces de surfaces lissées où il y aura aucun grain. Lui au contraire cherche la matière, le volume, la profondeur. C'est pour ça qu'il utilise des noirs et blancs très contrastés qui font ressortir vraiment les expressions, les cernes, les rides. Il a photographié les plus grandes stars, les plus grandes mannequins. Donc c'est pour ça que ce qu'il a dit, et que je vais vous répéter, peut être interprété de manière un peu bancale et peut être discuté en tous les cas, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. He said, quote, la responsabilité des photographes aujourd'hui doit être de libérer les femmes et en somme tout le monde de la hantise de la jeunesse et de la perfection. Et déjà quand il s'agit de libérer les femmes, ça me fait un peu crisser des dents, mais lui en l'occurrence dans son approche de la photographie de mode, il a quelque chose d'assez novateur, et dire qu'il s'intéresse pas seulement à la plastique de la personne qu'il va photographier, mais il a vraiment envie de comprendre ce qui se passe derrière et de dégager une âme dans sa photo, l'impression d'accéder à quelque chose de très intime de la personne. Ces propos-là peuvent donc être discutés puisque, bien évidemment, il a photographié les plus belles femmes au monde, les plus belles mannequins. Donc forcément, dire qu'il faut sortir de cette image idéalisée et aseptisée de la beauté, c'est un peu facile à dire quand on photographie des Naomi, des Kate Moss, des supermodels. C'est d'ailleurs lui qui a un peu engagé l'ère des supermodels au début des années 90 avec la couverture du Vogue UK où il y avait toutes les grandes supermodels. C'est une des premières couvertures assez marquantes de cette ère dans la mode. Il a aussi été photographe 3 fois pour le magazine Pirelli qui est bien connu pour ses images plutôt suggestives et très érotiques. Donc il a quand même aussi dû céder à cette ode à la beauté, à la sensualité des femmes qu'il prenait en photo, même si il a quand même tenu toute sa carrière à se renouveler, et donc il a photographié plein de stars extrêmement différentes. La dernière série magnifique qu'il a faite, c'était celle de Rosalia, qui pour le coup est juste géniale et qui ne correspond pas non plus à un photoshoot de mode comme on pourrait se l'imaginer. En fait, il a cherché à vouloir capter une émotion brute. Cette quête d'authenticité qu'il a eue toute sa carrière durant, elle se retrouve notamment dans un cliché de Jeanne Moreau que je trouve incroyable et qui est une de mes photos préférées qu'il a faite, où on la voit telle qu'elle, très ridée, vieille, âgée, très vulnérable, et pourtant il y a une force qui émane de cette photo qui est assez incroyable, et le noir et blanc est tellement beau, tellement bien maîtrisé. Il a aussi réalisé des films, des documentaires, il a aussi photographié beaucoup de pochettes de CD, notamment un single de Jane Birkin. Il a aussi réalisé des affiches de films, dont un film de Almodovar. Cette tension entre la volonté d'aller par-delà le physique et la volonté de défaire ces codes d'artifice qui sont pourtant perpétués par la mode, et pourtant toujours la beauté à l'état brut qu'on se prend en pleine face quand on regarde les photos qu'il a faites. Cette tension, je la trouve hyper touchante et hyper réussie, et c'est pour ça que moi, je trouve ça très inspirant. Passons à un autre favori, ma publicité préférée.
dans la mode. Là, j'ai une vraie réponse et un petit joker. Parce que ma vraie réponse, c'est la pub de Shalimar prise en photo par Paolo Roversi avec comme modèle Natalia Vodeyanova, qui est un mannequin russe, qui est une série de photos que je trouve absolument incroyable. C'est une des premières pubs de mode qui m'a vraiment tapé à l'œil et dont je me souviens toujours en fait. Paolo Roversi est aussi un photographe que j'adore et que j'admire beaucoup. Natalia Vodeyanova dans cette série, elle est troublante de beauté, il n'y a aucune mise en scène, presque aucun artifice et il n'y a aucun vêtement. Elle est complètement nue et ça je trouve ça hyper fort parce que on a l'habitude de pubs de parfums comme J'adore de Dior qui sont des pubs grandiloquentes ou la dernière de Lancôme avec Zendaya qui est une pub hyper kitsch. Et là ces clichés pour Shalimar sont d'une simplicité inouïe et pourtant je trouve que c'est grâce à ces photos qu'on s'imagine le mieux la senteur du parfum, la sensualité que ça dégage et finalement qu'on a le plus envie de porter le parfum. Mais vu que c'est pas vraiment une pub de mode, vu que c'est du parfum, même si on entend l'industrie de la mode au sens large, ça peut marcher, j'ai aussi le joker qui est la pub Chanel automne-hiver 2011 prise en photo par Lagerfeld dont le mannequin est Freja Bea Erichen, une mannequin danoise il me semble. J'adore cette fille, c'est l'androgynie incarnée, elle a un visage très mutin et à la fois quelque chose de très rock. Et dans cette série de photos, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a pour moi des codes de mode qui sont repris. Le topos du photomaton, c'est hyper intéressant de faire un shooting de mode là-dedans parce que c'est quelque chose qui est tellement repris dans la mode. C'est aussi un peu une mise en abîme de la photographie que j'ai bien aimé. Je sais pas, il y a quelque chose dans ces images que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, que j'ai toujours aimé et que je pense j'aimerais toujours. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une publicité qui marche parce que elle n'est pas marquée à une certaine époque. J'adore cette mannequin, elle a beaucoup inspiré Karl Lagerfeld qui est l'une de ses plus grandes muses. Il en parle dans une interview où il dessine sa vie que je conseille, qui est dirigée par Loïc Prigent et qui est vraiment géniale. Et elle correspond hyper bien à cette espèce d'élégance intemporelle, à la Chanel, quelque chose de fripon et en même temps de très classe, très distancié. Chapeau, j'aime beaucoup. Ensuite, ma couverture de magazine de mode préférée. Ça c'est très compliqué. Enfin, tous les choix sont difficiles parce que bon, déjà j'aime pas faire des choix. Mais si je devais choisir, je vous dirais n'importe quelle couverture du magazine Heidi, qui est un magazine de mode mais aussi plus de culture urbaine, je dirais, qui parle beaucoup de musique, de tendance. Le concept de leur couverture, c'est le petit smiley Heidi. Si on le renverse, ça fait le smiley... La personne qui pose sur la couverture doit fermer un de ses yeux pour reproduire le smiley qui constitue Heidi. Vous voyez l'idée. Et en fait, ça s'est jamais essoufflé, ça marche toujours aussi bien. Celui du numéro de septembre 98 avec Devon Aoki, qui est une mannequin dont je vais reparler dans la suite de cette vidéo. J'adore cette couverture, je la trouve super belle. J'aime bien aussi quand c'est des couvertures plus de près, intimistes, je sais pas, ça m'appelle à la lecture en fait. Et il y a aussi une couverture de Heidi avec Grace Coddington. Grace Coddington qui est une journaliste de mode qui travaille pour Vogue US aux côtés d'Anna Wintour. Orange et bleu, c'est trop beau ensemble. Il y a une espèce d'harmonie pourtant dans des couleurs qui sont un peu percutantes. Je trouve que cette couverture est super belle. Ensuite, mon vêtement préféré. Ceux qui me connaissent, ça va pas être une grande surprise, mais je dirais les collants. Moi j'adore les collants, j'ai une obsession avec les collants depuis que je suis en 3ème, je pense. Je ne porte que ça. D'ailleurs aujourd'hui j'ai un jean style live, mais je pense que c'est la première fois en peut-être 6 mois que je mets un pantalon. Enfin, je ne mets que des collants, je trouve que c'est trop beau sur tout type de corps. Je trouve que ça donne une silhouette, je sais pas, très féminine et à la fois très badass. Bref, les collants, ma life. Nous allons maintenant parler de mon mannequin préféré. Vous allez dire que je fais que tricher dans cette vidéo et c'est un peu vrai, mais je suis obligée de vous en donner 3. À ce sujet, est-ce que ça vous dirait une vidéo sur les mannequins qui m'inspirent et aussi où je donne mon avis sur les mannequins pistonnés, parce que ça c'est beaucoup revenu dans les suggestions de vidéos que vous m'avez faites. Vous avez envie que je parle des mannequins qui sont issus de ce qu'on appelle le népotisme dans le milieu, c'est-à-dire les filles et fils d'eux. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait que je fasse une vidéo là-dessus, au fait où je parle du métier du mannequinat. Ma vraie référence dans le mannequinat, c'est Lindsay Wixon, qui est une jeune états-unienne qui a un visage très atypique, qui a été bullied au collège, au lycée à cause de son physique. Elle est très grande, très mince. Elle a un visage très rond, bouche mais de poupée,
avec des dents du bonheur, voilà. Et je la trouve incroyable, je trouve qu'elle fait très high fashion et moi c'est ce qui m'inspire le plus. C'est les mannequins qui vont pouvoir sublimer les vêtements parce qu'elles ont une attitude, un visage tellement atypique que ça pourrait carrément être des actrices de cinéma en fait. Et je dois aussi vous parler de Devon Aoki, juste évoqué à l'instant. Devon Aoki est une mannequin qui est un petit peu plus âgée, qui est née dans les années 80 et qui a débuté en étant prise sous l'aile de Kate Moss. C'est une mannequin qui a été égérie Versace, qui a marché pour les plus grands podiums et elle mesure 1m62. Je sais pas si vous connaissez un peu le milieu du mannequinat, mais normalement les taille des mannequins, ça va pas en dessous du 1m74. Toutes celles qui marchent sur les podiums, elles jalonnent le 1m77, 18, 19, 80, 80, 82. 1m62, c'est l'exception de l'industrie, mais vraiment même Kate Moss était plus grande quoi. Elle a un visage qui respire fort l'antipathie mais que j'adore. Elle a aussi fait du cinéma, notamment dans Fast and Furious 2. Bon, c'était pas une grande carrière. Maintenant elle a des enfants et elle bosse encore quelques fois, mais plus trop, mais vraiment c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et enfin je devais vous parler de Adut Akech, mannequin qui est née en 99, elle a un an de moins que moi, donc autant vous dire que vu la carrière qu'elle a, je sais pas ce que j'attends. Et donc c'est une mannequin qui a un parcours qui est assez incroyable puisque elle est née au Soudan. Elle a vécu dans des camps au Kenya pour tout simplement survivre avec sa famille où elle n'a pas pu être scolarisée. Et ensuite ils ont émigré en Australie et donc elle a grandi après en Australie. Donc déjà elle part avec un background quand même assez atypique dans le milieu et surtout qui est déjà fort inspirant. Elle a un visage mais tellement beau, tellement atypique, tellement fort. Elle marche très bien, elle pose très bien et c'est la mannequin la plus successful du moment. Là à la rentrée elle a 4 couvertures de Vogue pour le mois de septembre, ce qui je crois est assez unique dans l'industrie. Et le pire c'est que dans les médias, on ne sait toujours pas son nom, on se trompe, on machin, parce que c'est une mannequin noire et que forcément il y a moins de highlights sur sa carrière, alors que vraisemblablement elle a été mariée pour Chanel, elle a fait tous les gros trucs qui font qu'une carrière est réussie alors qu'elle a à peine 19 ans. Il faut vraiment visibiliser son nom, sa carrière, parce que c'est une mannequin incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Ma maison de couture ou de prêt-à-porter préférée. Je pense que c'est Valentino, j'ai toujours adoré cette maison de couture qui a été créée à Rome en 1960 par 2 petits mecs, Giametti et Garavani. Depuis 2016, c'est Pier Paolo Piccioli qui est à la direction artistique et qui est un styliste que j'adore, que j'admire, qui me fait vibrer à chaque défilé. Les codes de cette maison, c'est surtout le rouge Valentino qui est une couleur absolument c'est les grandes robes avec beaucoup de volume, beaucoup de couleurs, beaucoup de dentelles. Quelque chose de très féminin et à la fois très bold. Néanmoins, Valentino en 2018 obtient un score de seulement 9% de transparence sur la traçabilité et la politique sociale et environnementale au Fashion Transparency Index. Valentino est classé vraiment à la toute fin de la liste, donc ça c'est un vrai problème. Nous en arrivons à mon red carpet préféré. Là encore, j'ai un joker. D'abord, je vais vous parler d'un look qui pour moi est la quintessence du tapis rouge, du glamour, de ce qu'on imagine quand on s'imagine une robe de tapis rouge. Il s'agit de la robe de Marilyn Monroe qu'elle a portée en 1953 pour la première de son film There is no business like show business, qui en français a été traduit par La Joyeuse Parade. Elle est dans une robe bustier en satin blanc, très cintrée au niveau de la taille. On peut pas faire mieux en fait. En plus, Marilyn Monroe est une star qui m'inspire beaucoup. Pour ceux qui aiment lire, je vous conseille la biographie qu'a écrite Joyce Carol Oates qui s'appelle Blonde. Alors attention, elle fait genre 900 pages, mais ça vaut tellement le coup. Je la trouve fascinante et je trouve que dans la mode, elle a imposé tellement de références qui sont toujours des références à l'heure actuelle. Mais mon look joker, parce que j'aime pas parler que du passé, c'est le look de Abeille Kershaw au Met Gala. Il me semble que c'était le Met Gala de 2017. Elle portait une robe rag and bone et le thème c'était punk. Et à l'after party, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé sa robe et elle avait inscrit en noir Gun Control sur le torse. Et en fait je trouve que c'est un moment iconique des tapis rouges parce que non seulement elle est rentrée dans le thème du punk, c'est-à-dire on va se foutre à poil devant tout le monde, devant tous les photographes, et en même temps elle a fait passer un peu un message politique qui peut apparaître dans la culture américaine actuelle comme étant punk, puisque on sait bien
que tous les Américains n'adhèrent pas à l'idée gun control. Donc vraiment, moi c'est un moment fashion qui m'a beaucoup marqué. Mon défilé préféré, je l'ai déjà cité dans une de mes anciennes vidéos. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle dans la barre d'infos avec le petit timestamps pour que vous puissiez retrouver ce que je dis dessus. Mais du coup, j'ai dû vraiment beaucoup réfléchir pour cette question. C'est le défilé Dries Van Noten, printemps-été 2015. C'est un défilé qui m'a vraiment marqué et que j'ai adoré et dont j'ai envie de parler. Dries Van Noten, c'est un styliste belge qui est parti à Londres faire sa première collection en 86 avec ses potes d'Anvers, dont Anne de Le Mystère, qui a un nom imprononçable et qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Pour ce défilé printemps-été 2015, je trouvais que c'était la quintessence de la mode en fait, dans toute la demi-mesure et dans toute la justesse que la mode nécessite. Dans ce défilé, j'aime beaucoup le fait que Dries Van Noten ait gardé la forme du catwalk, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défilés très extravagants qui ont fait des décors, des trucs incroyables, et je dis pas que c'est mal, mais moi j'aime beaucoup quand ça reste un défilé de mode avec le catwalk comme ça, où passent les mannequins. Il l'avait recouvert de mousse, et c'était un défilé où il y avait une lumière très tamisée, très douce, qui rappelait beaucoup la première lumière du matin dans la forêt. Un défilé très végétal avec des étoffes aux couleurs très douces, mais aussi très fortes, très sauvages. C'est difficile de décrire des vêtements, hein. C'est vraiment pas évident. Fauve, des couleurs un peu fauves, des étoffes tout en chatoyantes. Dans ce défilé-là, il y avait beaucoup de chemisiers transparents avec des grands pantalons très amples. C'était vraiment très beau. Suivant, ma collab préférée. Je suis obligée de revenir back to the basics à la collaboration qu'il y a eu entre Versace et Tupac. Je sais que vous ne vous attendiez pas à ce que je prononce le nom de Tupac dans une vidéo spéciale Favori Mode, mais bien sûr que si, puisque en 96, Versace invite Tupac à défiler pour sa nouvelle collection. Il était dans un costume en or. Versace et Tupac sont deux univers qui peuvent paraître complètement différents. Pourtant, il y a quand même une identité visuelle dans le rap et dans Versace, très bling, très m'as-tu vu, tape à l'œil. Et je voulais citer cette collaboration parce qu'elle est tellement précurseur de ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire le milieu de la mode et du rap qui vont se mélanger, qui vont faire tout le temps des collaborations. Notre meilleur exemple, c'est Kanye West qui a sa propre ligne de vêtements. Je dis pas que c'est une bonne idée, de loin pas, mais bon, il l'a quand même fait. Ce sont deux milieux qui s'inspirent mutuellement et dont il y a beaucoup de choses à tirer. À ce sujet-là, normalement avec ma copine Juliette qui est musicienne, on va tourner une vidéo sur la mode chez les rappeurs. Et nous finissons, last but not least, par ma créatrice préférée, actuelle, contemporaine, c'est-à-dire celle qui exerce ou celui qui exerce. J'ai dit créatrice, j'ai déjà fait un petit spoiler parce que je vais parler de Claire Waite Keller, qui est une jeune créatrice qui vient d'Angleterre. En 2017, elle est nommée directrice artistique des collections de prêt-à-porter et de haute couture, hommes et femmes, chez Givenchy. Claire Waite Keller, elle a fait un travail absolument exceptionnel chez Givenchy. Un des défilés que j'ai préféré d'elle, c'est son défilé intitulé La Night Noire, qui a été inspiré par le Berlin des années 80, dont un petit court-métrage a été réalisé par Steven Meisel. Elle a acquéri une technique assez exceptionnelle et dans ce défilé-là, elle a fait beaucoup de manteaux en fausse fourrure, mais j'ai jamais vu des manteaux en fausse fourrure aussi beaux en fait. Je sais pas, j'aime beaucoup son parcours, je la trouve hyper inspirante. Elle reprend très bien tous les codes de la maison, parce que moi j'en ai un peu marre aussi de ces créateurs qui essayent de faire exploser tous les codes des maisons dans lesquelles ils vont devoir travailler. Grand code de Givenchy, c'est notamment la robe sac, qui est cette espèce de grande robe qui camoufle un peu le corps des femmes dessous. Il a fait aussi le manteau ballon dans le même style. En fait, il a créé vraiment des lignes et des formes très contemporaines, très fluides, très aérées, à une époque où justement tout était hyper serré, hyper guindé. L'égérie de Givenchy, ça a été Audrey Hepburn. Il l'a habillée dans la plupart de ses films, la plupart de ses apparitions publiques aussi. Donc c'est quand même une maison hyper forte qui a un lourd passé qu'il faut savoir aussi assumer, et que Claire Waite Keller assume et reprend de manière talentueuse et savante. Donc moi j'adore, je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On se retrouve sur mon blog et sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Bye.